Le 12 octobre 1890, dans les couloirs de pierre grise du manoir de Whitmore, dans le Lancashire, en Angleterre, quelque chose fut découvert qui allait remettre en question tout ce que nous comprenons sur les frontières entre la vie et la mort. L'aile et du manoir était scellée depuis 1871 à la suite d'un incendie structurel, mais lorsque les ouvriers finirent par briser les seaux de cire et les serrures rouillées, ils trouvèrent bien plus que des meubles endommagés par l'eau et des tapisseries mitées. Dans un secrétaire en bois de rose, parfaitement conservé malgré 2 décennies de négligence, se trouvaient des liasses de lettres nouées par un ruban noir, chacune méticuleusement datée et signée par Alice Thornton, âgée de 13 ans. Ce qui rendait ces lettres impossibles, ce qui attira l'attention immédiate du médecin et aliéniste, le docteur Edmund Harwick, n'était ni leur état impeccable ni leur prose éloquente, mais leur destinataire. Chaque lettre, sans exception, était adressée à quelqu'un qui était mort depuis des années. Mais avant de plonger dans ce cauchemar, laissez un commentaire en bas et dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Et si vous êtes nouveau ici et que vous aimez les histoires qui donnent des frissons, appuyez sur le bouton d'abonnement. Croyez-moi, vous voudrez être notifié quand le prochain sortira. Maintenant, commençons. Pour comprendre l'ampleur de ce qui est arrivé à Alice Thornton, il faut d'abord comprendre la famille dont elle était issue. Les Thornton s'étaient établis comme magnats du textile dans le Lancashire au cours des années 1820, leurs usines employant près d'un tiers de la population de Whitmore en 1880. Charles Thornton, le père d'Alice, était un homme à la réputation impeccable, servant à la fois de magistrat et de bienfaiteur de nombreuses œuvres caritatives locales, tandis que sa mère, Eleanor, née Ashworth, venait d'une famille de banquiers de Manchester tout aussi distinguée. Alice, née le 15 mars 1877, était leur unique enfant après 2 morts-nés, et les récits de l'époque décrivent ses premières années comme remarquablement ordinaires, voire idylliques. Elle faisait preuve d'une intelligence vive, excellente en français et au piano sous la tutelle de sa gouvernante, Margaret Fielding, et était connue dans tout Whitmore pour sa nature joyeuse et sa bonté particulière envers les enfants des domestiques, avec qui elle partageait secrètement des sucreries du bureau de son père. Mais tout changea durant l'hiver de 1889, lorsque la scarlatine s'abattit sur le Lancashire avec une virulence que les autorités médicales décriraient plus tard comme sans précédent. L'épidémie fit 47 victimes, rien qu'à Whitmore, entre novembre et janvier, les enfants constituant la grande majorité des victimes. Alice tomba malade le 3 décembre 1889, exactement 3 jours après avoir assisté aux funérailles de sa plus proche amie, Catherine Wellspring, qui avait succombé à la maladie. Les notes médicales du Dr Edmund Harwick, conservées dans les archives médicales du Lancashire, décrivent l'état d'Alice comme étant grave au-delà de tout espoir raisonnable de guérison dès le 7 décembre. Sa fièvre atteignit 106 degrés Fahrenheit, elle souffrit d'un délire sévère et, plus alarmant encore, son pouls devint si faible qu'à 2 reprises, les infirmières de garde crurent qu'elle était morte. Eleanor Thornton témoignera plus tard que dans la nuit du 10 décembre, la respiration d'Alice s'arrêta complètement pendant ce qu'elle jura être pas moins de 3 minutes entières, durant lesquelles les lèvres de l'enfant devinrent bleues et son corps se refroidit au toucher. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, aussi impossible que cela puisse paraître, alors que le docteur Harwick se préparait à noter l'heure du décès, Alice eut soudain un sursaut. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, et elle prononça une seule phrase qui hanterait toutes les personnes présentes. « Ils sont tous là avec moi, maintenant. » Sa guérison fut tout simplement miraculeuse, sa fièvre tombant en quelques heures, et ses forces revenant à un rythme que le docteur Harwick qualifia de
médicalement inexplicable. Le jour de Noël, Alice se promenait dans le parc du manoir, bien que les domestiques rapporteraient plus tard qu'elle semblait s'arrêter fréquemment, penchant la tête comme si elle écoutait des conversations que personne d'autre ne pouvait entendre. Le journal de Margaret Fielding, découvert en 1923, contient une entrée particulièrement troublante datée du 2 janvier 1890. Alice nous est revenue en chair et en os, mais quelque chose de fondamental a changé. Elle parle de gens qui ne sont pas là, c'est des choses qu'elle ne pourrait absolument pas savoir, et pire que tout, elle ne semble pas du tout troublée par cela, comme si marcher entre deux mondes était la chose la plus naturelle qui soit. La première preuve documentée de la correspondance impossible d'Alice Thornton fut découverte par Margaret Fielding le 14 janvier 1890, lorsqu'elle entra dans la chambre d'Alice pour récupérer ses exercices de composition française et trouva à la place une pile de lettres bien rangées sur le secrétaire, chacune soigneusement scellée à la cire noire. Ce qui semblait au départ être un exercice de deuil touchant, bien que morbide, se révéla rapidement être quelque chose de bien plus troublant lorsque mademoiselle Fielding examina les adresses. La première lettre était destinée à Madame Catherine Wellspring, parcelle 47, cimetière de Whitmore, l'amie récemment décédée d'Alice, mais les correspondances suivantes étaient adressées à des personnes mortes des années, voire des décennies, avant la naissance d'Alice. Monsieur Josiah Blackwood, décédé en 1867, Mademoiselle Adelaide Thornton, décédée en 1852, et plus troublant encore, bébé William Ashworth, décédé en 1831, qui aurait été le grand-oncle d'Eleanor Thornton, mort près de 50 ans avant même la conception d'Alice. Le contenu de ces lettres, méticuleusement conservé dans les dossiers du Dr Harwick, défiait toute explication rationnelle. Dans sa lettre à Adelaide Thornton, une grand-tante morte de phtisie 38 ans auparavant, Alice écrivit « Je comprends maintenant pourquoi vous revenez sans cesse dans la chambre bleue au 3e étage. Le médaillon que vous avez caché sous la lame de parquet près de la fenêtre est toujours là, tel que vous l'avez décrit, bien que le portrait à l'intérieur se soit terriblement effacé. » Lorsque Charles Thornton, initialement dédaigneux de ce qu'il qualifiait de « la méthode singulière d'une enfant pour surmonter un traumatisme », ordonna de fouiller la chambre bleue, les ouvriers découvrirent sous une lame de parquet descellée un médaillon en or contenant un daguerréotype détérioré d'un jeune homme en uniforme militaire, un objet dont aucun membre vivant de la maisonnée ne connaissait l'existence. La correspondance d'Alice avec Josiah Blackwood était encore plus troublante, dans laquelle elle détaillait des conversations sur sa mort. « Vous n'avez plus besoin de vous sentir coupable pour l'incendie, monsieur Blackwood. Je n'ai dit à personne que vous fumiez dans l'aile est cette nuit-là, bien que vous devriez vraiment cesser de vous en vouloir après 23 ans. » La famille Thornton avait toujours cru que l'incendie de 1867 avait été causé par une lampe à huile renversée, mais la lettre d'Alice contenait des détails spécifiques sur les derniers moments de Blackwood, qu'une enquête ultérieure auprès des archives du comté confirma comme exacts, bien que ces dossiers fussent scellés dans les archives municipales auxquelles Alice n'avait jamais eu accès. Charles et Eleanor Thornton, désespérés de préserver à la fois leur rang social et leur santé mentale, ordonnèrent initialement au personnel de la maison d'ignorer ce qu'ils appelaient l'imagination débordante de leur fille suite à sa maladie. Mais les inquiétudes de Margaret Fielding ne pouvaient être si facilement écartées. Ses entrées de journal de fin janvier révèlent une alarme croissante. Alice sait des choses impossibles. Hier, elle m'a dit que ma propre grand-mère, morte depuis 15 ans, voulait que je sache qu'elle me pardonnait d'avoir cassé la bergère en porcelaine. Je n'avais jamais parlé à âmes qui vivent de cet incident de mon enfance. Quand j'ai demandé à Alice
Comment elle pouvait savoir cela? Elle a simplement souri et dit « Grand-mère Fielding me l'a dit elle-même. Elle me rend visite assez souvent maintenant. » En février 1890, ce qui avait commencé comme des lettres occasionnelles s'était transformé en un déferlement torrentiel de correspondances qui consumait la quasi-totalité des heures de veille d'Alice Thornton. Les registres méticuleux de Margaret Fielding indiquent qu'entre le 1er février et le 31 mars, Alice produisit pas moins de 137 lettres, écrivant parfois toute la nuit à la lueur d'une bougie, sa plume grattant page après page avec une intensité fébrile. Le contenu de ces missives devint de plus en plus détaillé et intime, décrivant des conversations élaborées avec les défunts qu'Alice insistait avoir lieu en temps réel. Dans une lettre datée du 18 février à une personne identifiée uniquement comme Thomas, la victime du choléra de 1854, Alice écrivit « J'ai dit à mère exactement comme vous me l'avez demandé pour l'argenterie que vous avez enterrée sous le vieux chêne, bien qu'elle ne m'ait pas cru jusqu'à ce que les hommes de père la déterrent ce matin, les 47 livres sterling toujours enveloppés dans la toile cirée que vous aviez décrite. » Mais ce qui transforma le scepticisme de la maisonnée en une véritable terreur fut la découverte faite par la femme de chambre, Sarah Whitley, le matin du 24 février. En entrant dans la chambre d'Alice pour livrer du linge frais, elle trouva dans le tiroir verrouillé du secrétaire d'Alice 3 lettres adressées à l'enfant, chacune écrite d'une main différente, chacune signée par des individus dont la mort était de notoriété publique. Le tiroir avait été verrouillé la veille au soir, le père d'Alice gardant la seule clé sur sa personne toute la nuit. Le docteur Edmund Harwick, appelé d'urgence de Manchester, mena une série d'examens médicaux et psychologiques exhaustifs sur une période de 3 jours. Ses conclusions, documentées dans un rapport au Collège royal des médecins, déclaraient sans équivoque « L'enfant ne présente aucun symptôme d'hystérie, de démentia précox ou de toute autre forme reconnue d'aberration mentale. Ses facultés cognitives restent intactes, son raisonnement est sain, sa mémoire précise. Elle montre une pleine conscience que ses correspondants sont décédés, mais soutient avec un calme troublant que la mort ne présente aucune barrière à la communication. » Les notes privées du médecin, découvertes des années plus tard, révèlent son propre malaise grandissant. 3 mars, Alice connaissait le suicide de mon frère avant même que je mentionne avoir un frère. Elle m'a tendu une lettre qu'elle prétendait qu'il lui avait dictée, contenant des détails sur ses dernières heures que je n'ai jamais partagés avec personne. Mes mains tremblaient en lisant ses excuses pour avoir volé ma montre de poche quand nous étions enfants, un vol que je n'avais jamais signalé, même à nos parents. Le personnel de la maison, quant à lui, commença à signaler des phénomènes de plus en plus troublants, des portes trouvées ouvertes alors qu'elles avaient été verrouillées, des empreintes de pas mouillés apparaissant dans les couloirs alors que personne n'était sorti, et, plus terrifiant encore, le son de plusieurs voix émanant de la chambre d'Alice au cœur de la nuit, alors qu'il était vérifiable que l'enfant était seul. 3 domestiques donnèrent leur préavis rien qu'en mars, le sous-jardinier, William Crane, déclarant au gendarme local « Cette fille parle avec les morts aussi naturellement que vous ou moi pourrions discuter avec nos voisins, sauf que ces voisins pourrissent dans la terre depuis des décennies, et que d'une manière ou d'une autre, aussi impossible que cela puisse paraître, ils lui répondent. » Les événements d'avril 1890 marquèrent une escalade spectaculaire dans l'affaire Alice Thornton, passant d'une correspondance troublante à des manifestations physiques qui finiraient par impliquer à la fois les autorités civiles et ecclésiastiques. Dans la nuit du 3 avril, le gardien du parc, Thomas Morton, un vétéran décoré de la guerre de Crimée, connu pour ses nerfs d'acier et sa stricte sobriété, effectuait sa patrouille de routine
dans le cimetière de Whitmore, lorsqu'il observa une petite silhouette en blanc se déplaçant parmi les pierres tombales. Sa déclaration sous serment, déposée auprès de la police du Lancashire le 5 avril, décrit comment il suivit ce qu'il supposait initialement être un vandale ou un pilleur de tombes, pour finalement découvrir Alice Thornton, âgée de 13 ans, agenouillée devant la tombe de Margaret Blackthorne, décédée en 1842. Morton témoigna. L'enfant parlait de manière conversationnelle, comme si quelqu'un était assis juste là, à côté d'elle, faisant des pauses entre ses phrases, comme pour écouter des réponses. Quand je me suis approché avec ma lanterne, elle s'est tournée vers moi avec un calme parfait et a dit « Monsieur Morton, Madame Blackthorne dit que vous n'avez plus à vous sentir coupable pour votre frère. Elle l'a vu, et il vous pardonne pour Sébastopol. » Morton, qui n'avait jamais parlé à personne à Whitmore de la mort de son frère pendant la guerre de Crimée, ni de son rôle dans celle-ci, s'enfuit du cimetière et refusa de reprendre son poste pendant 3 jours. Mais plus troublantes encore que les conversations nocturnes d'Alice étaient les traces physiques laissées derrière elle. Le matin du 7 avril, Morton découvrit que 17 tombes présentaient des signes de perturbation, non pas d'excavation, mais quelque chose de bien plus étrange. La terre au-dessus de chaque tombe semblait fraîchement retournée par en dessous, comme si quelque chose avait poussé à travers le sol, mais les surfaces restaient intactes. Sur chacun de ces sites, partiellement enterrés à une profondeur précise de 6 pouces, les employés du cimetière découvrirent des lettres scellées de l'écriture distinctive d'Alice. Les lettres, une fois examinées par les autorités, contenaient des requêtes spécifiques des défunts à leurs parents vivants, incluant l'emplacement de testaments cachés, des confessions d'indiscrétion passée et, dans 3 cas, des avertissements sur des dangers imminents qui se révélèrent par la suite exacte. Le père Benedict Walsh, le curé de la paroisse de St. Michael, tenta une intervention le 15 avril, arrivant au cimetière avec de l'eau bénite et des prières d'exorcisme juste au moment où Alice commençait une autre de ses visites nocturnes. Son rapport officiel au diocèse, bien que formulé dans un langage théologique prudent, dissimule à peine sa terreur. L'enfant ne montrait aucune crainte des sacrements bénis. Elle semblait en effet amusée par ma présence. Alors que je commençais le ritual romanum, elle m'interrompit pour m'informer que le père Douglas dit que vous prononcez mal le latin, tout comme vous le faisiez quand il essayait de vous l'enseigner en 1868. Le père Douglas avait été mon professeur de latin au séminaire, mort depuis 12 ans. L'enfant procéda alors à la correction de ma prononciation avec une telle précision que je me trouvais incapable de continuer. Le plus troublant de tout, alors que nous quittions le cimetière, j'observais des empreintes claires dans la boue à côté de plusieurs tombes, des empreintes de pas qui menaient des tombes vers le sentier, mais aucune ne revenait. La révélation qui brisa toute prétention restante d'explication rationnelle survint le 4 mai 1890, lorsque Charles Thornton, dans une tentative désespérée de prouver que les activités de sa fille n'étaient qu'une fabrication élaborée, engagea M. Aldrich Pemberton, un expert en graphologie de Scotland Yard qui avait témoigné dans de nombreuses affaires de contrefaçon, pour examiner la collection croissante de correspondances en retour qui apparaissait dans la chambre d'Alice. L'analyse de Pemberton, menée sur 4 jours avec les techniques les plus modernes disponibles pour la science médico-légale, parvint à une conclusion qui le hanterait pour le reste de sa vie. Les lettres étaient authentiques, écrites de la main même des défunts, correspondant parfaitement aux échantillons documentés de leur écriture conservés dans les archives familiales, les documents légaux et les registres paroissiaux. La lettre prétendument du juge Cornelius Ashworth, mort depuis 1873, contenait non seulement son écriture distinctive penchée vers la gauche et sa manie de barrer ses T 2 fois,
mais faisait également référence à des détails de procédures judiciaires sous scellés qui n'avaient jamais été rendus publics, y compris la véritable identité d'un témoin protégé dans un procès pour meurtre de 1869. Plus impossible encore, une lettre d'Elizabeth Thornton, la propre mère de Charles, décédée quand il avait 7 ans, contenait, pressée entre ses pages, une variété spécifique de rose du Yorkshire qui s'était éteinte en 1878, et pourtant la voilà, fraîche comme si elle avait été cueillie le matin même. La famille Thornton, confrontée à la ruine sociale et incapable de comprendre l'horreur surnaturelle qui se déroulait entre leurs murs, tenta un isolement complet, congédiant tous les domestiques, sauf les plus essentiels, et interdisant à Alice de quitter le domaine du manoir. Le journal d'Eleanor Thornton de cette période révèle une femme au bord de l'effondrement mental complet. 15 mai, Alice a reçu 17 lettres aujourd'hui à travers des portes verrouillées et des fenêtres scellées. L'une venait de mon fils mort-né, décrivant la chambre d'enfant que nous avions préparée pour lui et qui fut démantelée avant la naissance d'Alice. Il a dit qu'il la visite souvent dans le royaume où il se trouve. Je ne peux cesser de pleurer. La police du Lancashire, convoquée par des domestiques inquiets qui avaient fui la maison, mena une enquête approfondie dirigée par l'inspecteur James Harrington, un homme à la réputation impeccable qui avait résolu de nombreux cas de fraude et de tromperie. Son rapport officiel, déposé le 22 mai 1890, présente un aveu stupéfiant de totale perplexité. Après une enquête approfondie, incluant une surveillance 24 heures sur 24 du manoir des Thornton, des recherches de complices et l'examen de tout moyen de supercherie ou de fraude, je dois conclure qu'aucune explication terrestre n'existe pour les phénomènes observés. Des lettres continuent d'apparaître dans des pièces scellées sous observation directe, écrites de main que la science médico-légale confirme appartenir à des individus décédés depuis des décennies. Plus troublant encore, ces lettres contiennent des informations que l'enquête ultérieure prouve exactes, y compris l'emplacement de 3 corps de meurtre non élucidés, des détails que les auteurs décédés auraient emportés dans leur tombe. Le rapport se termine par une recommandation sans précédent de transférer l'affaire aux autorités ecclésiastiques, car elle était passée, au-delà du domaine de l'enquête criminelle, dans des territoires que le droit civil n'est pas équipé pour aborder. Contre les souhaits désespérés du père Walsh et les avertissements explicites du docteur Harwick, Charles Thornton prit la décision fatidique de contacter Helena Blackwood, la célèbre médium spirit dont les séances à Londres avaient attiré même des membres de la Société royale pour la recherche psychique. Madame Blackwood arriva au manoir de Whitmore le 18 juin 1890, accompagnée de son assistant Marcus Crane et de la sténographe Mademoiselle Julia Fairweather, dont les notes en sténographie de ce qui s'ensuivit deviendront plus tard des preuves dans l'enquête du coroner. L'évaluation initiale de Blackwood, consignée dans ses papiers privés, exprimait une appréhension inhabituelle. L'enfant Alice n'est pas une médium au sens où je l'entends. Elle ne canalise pas les esprits. Elle semble plutôt exister simultanément dans le monde des vivants et celui des morts, comme si la mort elle-même l'avait en quelque sorte désignée comme sa propre ambassadrice. Malgré ses réserves, Blackwood procéda à une séance formelle dans la nuit du 21 juin, le solstice d'été, se réunissant dans le salon du manoir avec Alice, ses parents, le docteur Harwick, Margaret Fielding et 3 témoins supplémentaires de la Société pour la recherche psychique. Ce qui se passa au cours des 3 heures suivantes laisserait 3 participants internés de façon permanente dans des institutions psychiatriques et le reste jurant le silence par décret légal jusqu'à leur mort. La séance commença de manière assez conventionnelle, Blackwood tentant d'établir le contact avec les esprits qui correspondait prétendument avec Alice, mais en quelques minutes, selon plusieurs témoignages,
la température de la pièce chuta si radicalement que le souffle devint visible et que du givre se forma sur les fenêtres malgré la chaude soirée de juin. Alice, assise au centre du cercle, se raidit soudainement, ses yeux se révulsant jusqu'à ce que seul le blanc soit visible, et quand elle parla, 7 voix distinctes émergèrent simultanément de sa gorge. Chacune clairement audible et identifiable comme étant celle de différents résidents décédés de Whitmore. Les notes médicales du Dr Harwick décrivent l'impossibilité. Le larynx de l'enfant ne peut physiquement produire un tel phénomène. Plusieurs voix distinctes, masculines et féminines, jeunes et vieilles, parlant en flux superposés, mais compréhensibles. La transcription de la sténographe révèle le contenu de ces déclarations. Des détails précis sur la manière dont chaque locuteur est mort, des accusations de meurtre jamais découverts et, plus terrifiant encore, des prophéties spécifiques sur la mort imminente des personnes présentes. À exactement 23h47, comme enregistré par plusieurs témoins, chaque morceau de verre dans la pièce, fenêtres, miroirs, verres à boire, se brisa simultanément. Et dans le reflet des fragments, les témoins jurèrent avoir vu les visages des morts se presser contre les frontières de notre monde. Marcus Crane, l'assistant de Blackwood, se mit à crier que des mains invisibles l'étranglaient, montrant des marques de contusion distinctes sur sa gorge qui apparurent devant plusieurs témoins. Julia Fairweather s'effondra, du sang coulant de ses oreilles, parlant en latin, bien qu'elle n'eût aucune connaissance de la langue, récitant ce que le père Walsh identifierait plus tard comme les noms de démons issus de grimoires médiévaux. Madame Blackwood elle-même, vétéran de centaines de séances, fut retrouvée catatonique, ses cheveux étant devenus entièrement blancs en l'espace de 3 heures, et elle ne parlerait plus jamais de manière cohérente, passant le reste de ses années à dessiner d'infinies images de portes remplies de mains tendues. La séance catastrophique du 21 juin ne marqua pas une fin, mais une terrible accélération des phénomènes entourant Alice Thornton, car le mois de juillet apporta avec lui une série de lettres qui videraient de Whitmore de près de la moitié de sa population avant la fin de l'été. Le 2 juillet, Alice rédigea 43 lettres identiques, chacune livrée en main propre à des foyers spécifiques de la ville, chacune contenant la même ligne d'ouverture sinistre. Les morts de Whitmore se rassemblent, et ils réclament leur dû. Ce qui suivit furent des prédictions précises et datées de morts imminentes, écrites avec un tel détachement clinique que le Dr Harwick les décrirait plus tard comme ressemblant plus à des manifestes d'expédition qu'à des prophéties. Madame Margaret Wellingham subirait une chute mortelle dans les escaliers de sa cave, le 9 juillet, à précisément 15h17. Le jeune Timothy Blackstone se noierait dans l'étang du moulin le 14 juillet, bien qu'il fût un nageur accompli. Le révérend Michael Ashford s'effondrerait pendant le service du soir le 19 juillet, son cœur s'arrêtant en plein sermon. À mesure que juillet avançait et que chaque prophétie se réalisait avec une précision horrifiante, la panique s'empara de Whitmore avec une intensité jamais vue depuis la peste noire. Margaret Wellingham, avertie de son sort, se barricada dans sa chambre, refusant de s'approcher de tout escalier. Pour se rendre inexplicablement en somnambule jusqu'à la cave le 9 juillet, sa famille terrifiée, incapable de la réveiller, jusqu'à ce qu'ils entendent le fracas fatal à exactement 15h17. Les parents de Timothy Blackstone l'envoyèrent chez des parents à Londres, mais le garçon réapparut mystérieusement à Whitmore le 14 juillet, marchant comme en transe directement vers l'étang du moulin, où de multiples témoins le virent entrer dans l'eau et couler sans se débattre, malgré des tentatives désespérées pour le sauver. La mort du révérend Ashford fut peut-être la plus troublante, car il s'effondra en lisant l'Apocalypse, mais pas avant d'avoir changé son sermon préparé
pour déclarer à plusieurs reprises: Ils sont ici, dans cette église même, remplissant chaque banc que nous ne pouvons voir. En août, les lettres d'Alice avaient évolué de prédictions individuelles à des avertissements sur quelque chose qu'elle appelait la Grande Convergence, prévue pour le 16 septembre, où la porte que la scarlatine a ouverte les accueillera tous. La population restante de Whitmore fut confrontée à un choix impossible: abandonner leurs maisons et leurs moyens de subsistance sur la base des prophéties d'une jeune fille de 13 ans, ou risquer de faire partie de son catalogue croissant de prédictions exactes. L'exode commença le 10 août, avec des familles entières chargeant leurs biens sur des charrettes, abandonnant des propriétés détenues depuis des générations, fuyant quelque chose qu'ils ne pouvaient voir, mais en quoi ils avaient appris à croire par une terrible démonstration. Pendant ce temps, Alice elle-même commença à montrer des signes de détérioration physique sévère, son poids chutant précipitamment malgré un appétit normal, ses cheveux tombant par touffes, et plus troublant encore, sa peau développant une qualité translucide que le docteur Harwick décrivit comme permettant la visibilité du système vasculaire en dessous, comme si elle devenait moins solide, moins présente dans notre royaume physique. Au 31 août, les 3/4 de Whitmore étaient vides, et Alice, maintenant confinée à son lit, continuait d'écrire des lettres avec des mains qui semblaient apparaître et disparaître, son existence même vacillant comme la flamme d'une bougie dans la tempête. Le 15 septembre 1890 resterait dans les mémoires comme le dernier jour de communication cohérente d'Alice Thornton avec le monde des vivants. Et ce qu'elle révéla durant ces dernières heures allait fondamentalement remettre en question tout ce que le docteur Edmund Harwick pensait comprendre sur les frontières entre la vie et la mort. À l'aube, Alice convoqua le docteur à son chevet avec une clarté qu'elle n'avait pas montrée depuis des semaines, sa voix forte bien que son corps fût devenu si translucide que Harwick pouvait voir l'oreiller à travers sa tête. « Docteur, commença-t-elle, comme consigné dans ses notes verbatim, je dois vous dire la vérité avant que la porte ne s'ouvre complètement. Pendant ma fièvre, quand tout le monde pensait que j'étais morte pendant ces 3 minutes, je suis bien morte. Mais la mort, docteur Harwick, n'est pas ce que nous croyons qu'elle est. Ce n'est qu'une pièce avec 2 portes, une menant à la vie, l'autre menant à ce qui vient après. Mais j'ai trouvé une 3e porte, une qui ne devrait jamais exister, une porte qui s'ouvre dans les 2 sens simultanément. » Elle expliqua que pendant sa mort induite par la fièvre, elle avait rencontré des masses de morts de Whitmore, piégées dans ce qu'elle appelait le lieu d'attente, incapables d'avancer, retenues par des affaires inachevées, des questions sans réponse et des messages non délivrés. Ils s'étaient rassemblés depuis des décennies, peut-être des siècles, se pressant contre les frontières de la mort, cherchant quelqu'un qui pourrait ramener leurs paroles. Quand je suis morte, même pour ces 3 minutes, je suis devenu ce conduit. Mais la porte que j'ai ouverte ne se ferme pas, docteur. Elle ne fait que s'ouvrir plus grand. À midi précis, Alice dirigea le docteur Harwick vers la cave du manoir, vers un mur qui était censé être en pierre massive depuis la construction de la maison en 1742. Suivant ses instructions détaillées, il localisa un mécanisme caché qui révéla une chambre dont personne ne connaissait l'existence, ses murs tapissés du sol, au plafond de milliers de lettres, certaines semblant dater de plusieurs siècles, toutes adressées aux vivants par les morts, toutes de mains différentes, en langues différentes, d'époques différentes. Les papiers semblaient se matérialiser sous les yeux de Harwick, de nouvelles lettres apparaissant de nulle part, s'empilant les unes sur les autres dans une cascade sans fin de correspondances d'outre-tombe. La mère d'Alice, Eleanor, voyant sa fille s'effacer un peu plus à chaque heure qui passait, la supplia de lui expliquer comment fermer cette terrible porte qu'elle avait ouverte. La réponse d'Alice, enregistrée par Margaret Fielding,
glace le sang même à la transcription. Mère, vous ne comprenez pas. Je suis la porte maintenant. Demain, quand le soleil se couchera le 16 septembre, la porte s'ouvrira complètement et je cesserai d'être Alice pour ne devenir que le seuil. Alors que le 15 septembre touchait à sa fin, Alice fit une dernière requête. Que tout le monde quitte le manoir avant l'aube, que personne n'essaie de la suivre ou de la trouver, et que la maison soit scellée de façon permanente. À minuit exactement, des témoins rapportèrent que la chambre d'Alice se remplit d'une douce lumière phosphorescente, et que le son de centaines, peut-être de milliers de voix put être entendu, chuchotant dans des langues à la fois familières et inconnues, toutes parlant en même temps, toutes appelant un seul nom, Alice. Quand l'aube se leva le 16 septembre 1890, Alice Thornton avait disparu, et ce qui restait défiait toute tentative d'explication rationnelle. Son lit ne montrait aucun signe de désordre, sa fenêtre restait verrouillée de l'intérieur, et, plus impossible encore, les lattes mêmes du plancher de sa chambre avaient été transformées en ce que le docteur Harwick décrivit comme une substance ressemblant à la fois à du bois et à de la chair, chaude au toucher et pulsant à un rythme étrangement similaire à un battement de cœur. L'équipe de recherche initiale, composée de gendarmes locaux et de volontaires, ne trouva aucune trace d'Alice dans le manoir ou ses environs, mais ils découvrirent quelque chose de bien plus troublant. Chaque miroir de la maison reflétait désormais des pièces pleines de gens, vêtus à la mode de différentes époques, tous se déplaçant comme s'ils menaient leur vie quotidienne, complètement inconscients des observateurs vivants qui les regardaient à travers le verre. L'enquête qui suivit coûta la vie à 7 personnes en une seule année, chaque mort plus inexplicable que la précédente. L'inspecteur Harrington, qui avait mené l'enquête policière initiale, fut retrouvé mort dans son bureau verrouillé le 3 novembre 1890. Son corps découvert assis à son bureau, ayant d'une manière ou d'une autre écrit une lettre de 17 pages de la main d'Alice, bien que de multiples témoins aient confirmé qu'il avait été seul. Le docteur Edmund Harwick survécut jusqu'en février 1891, mais ses dernières entrées de journal sombrèrent dans un radotage incompréhensible sur des portes à l'intérieur de portes à l'intérieur de portes, avant qu'il ne soit découvert dans son laboratoire, vieilli de 30 ans en une seule nuit, serrant une lettre qui lui était adressée par son futur moi, décrivant sa propre mort avec une parfaite précision. En mars 1891, un décret parlementaire ordonna que le manoir de Whitmore soit scellé de façon permanente, ses fenêtres murées, ses portes soudées, et une injonction légale interdisant toute entrée pour un minimum de 100 ans. Le rapport officiel, classifié jusqu'en 1990, se concluait par l'admission extraordinaire que certains lieux existent où les lois fondamentales régissant la vie et la mort ont été irrémédiablement endommagées, et le manoir de Whitmore doit être considéré comme un tel lieu. La ville de Whitmore elle-même ne s'en remit jamais, avec moins de 100 résidents restants en 1892, la plupart rapportant une correspondance continue de parents décédés apparaissant sous leurs portes, dans leurs poches, et parfois écrite sur leurs murs pendant la nuit. Mais l'histoire ne s'arrête pas en 1891. En 2019, lorsque des promoteurs immobiliers obtinrent enfin l'autorisation de rénover le manoir de Whitmore, les équipes de construction découvrirent quelque chose qui ne devrait pas exister. Des lettres fraîches, datées de chaque jour entre le 16 septembre 1890 et le 15 mars 2019, toutes signées Alice Thornton, âgée de 13 ans pour l'éternité, toutes décrivant en détail méticuleux les activités quotidiennes de tous ceux qui avaient jamais vécu à Whitmore, comme si elles regardaient encore, écrivaient encore, servant toujours de porte entre les vivants et les morts.
Les ouvriers s'enfuirent après avoir découvert une dernière lettre adressée à quiconque la trouverait, contenant une seule ligne. La porte reste ouverte, et je suis toujours là, attendant de livrer leur message. Le manoir est de nouveau vide, mais les habitants rapportent de voir des lumières aux fenêtres qui devraient être murées, et chaque matin, de nouvelles lettres apparaissent à la grille. Si vous avez trouvé cette histoire aussi troublante que la vérité qu'elle révèle, considérez à vous abonner à notre chaîne, où nous révélons d'autres cas parmi les plus troublants et inexplicables de l'histoire, ceux que l'on ne vous a jamais enseignés à l'école.